BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, il est 15h, je suis ravie de vous retrouver pour le club BFM Crypto. On a plein de sujets à débattre, à discuter aujourd'hui avec mes invités. Nathalie Janson, économiste, professeure à la NEOA Business School. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandra. En face à voir notre Wati, avocat au barreau de Paris. Chez hashtag avocat, c'est ça? Absolument. Avocat associé, chez hashtag avocat. Pauline Armandet, journaliste BFM Business. Bonjour Pauline. Et Stéphane Romazidine, président d'Hétéro. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est qu'Hétéro. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Pauline, on va commencer par vous dans un instant, mais avant, je vous rappelle, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis, que ce soit de la question la plus simple à la question la plus documentée sur les cryptos. crypto@bfmbusiness.fr. Le club BFM Crypto, c'est parti. Un chiffre que vous nous dévoilez, un chiffre intéressant, Pauline Armandet, aujourd'hui. Oui, c'est la France qui détient plus de 300 crypto-monnaies. Ce sont des crypto-monnaies qui ont été saisies par l'Agrasc, un organisme d'État, dans le cadre d'affaires pénales, donc d'affaires judiciaires entre 2014 et 2024. Et du coup, moi, j'ai contacté l'Agrasc pour savoir en fait le détail de ces cryptos, et ils m'ont indiqué qu'il y avait majoritairement du Bitcoin, donc c'est assez intéressant. Il y a des Ethers aussi dans le lot. Mais du coup, ça permet de situer un peu la France par rapport à d'autres États. Et du coup, on peut dire que la France est le 7e pays à détenir le plus de Bitcoin, parce qu'elle se situerait entre le Salvador, qui en détient 6 000, et la Finlande, 90. Oui, effectivement, classement dominé évidemment par les États-Unis. Ça, on n'est pas très étonné. Ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qu'on va en faire. Qu'on peut en faire de ces cryptos, Pauline. Effectivement. Alors bon, il n'y a pas beaucoup de choix pour l'État français. Soit il décide de garder donc ces crypto-monnaies et par exemple créer éventuellement, comme ce que voudraient faire les États-Unis, une réserve stratégique de Bitcoin, soit alors décider de les vendre. C'est vrai qu'en 2021, l'État français avait vendu plus de 611 Bitcoins aux enchères et avait récolté la coquette somme de 24 millions d'euros. On se dit que s'il avait vendu en 2025 avec l'explosion du cours des cryptos et des bitcoins, l'État aurait gagné beaucoup plus d'argent. Mais en tout cas, c'est un débat qui se pose dans de nombreux États, notamment par exemple au Royaume-Uni. Ils ont plus de 60 000 bitcoins, donc plus de 6 milliards d'euros. Et ils se demandent s'ils ne devraient pas les vendre pour financer une partie de leur déficit. Donc, le sujet n'a pas été vraiment posé sur la table en France, mais il pourrait y avoir un débat à ce sujet maintenant qu'on connaît vraiment un chiffre officiel. J'aime beaucoup l'air dépité d'Arnaud Toiti quand on parle de vente de ces cryptos. L'État n'a visiblement pas compris que c'était du très long terme. Non, effectivement, et je pense que justement, ça devrait peut-être le faire réfléchir sur tout ce qui est la réserve de valeur et le fait de se dire que finalement, il faut envisager le Bitcoin à long terme et pas faire des coups comme ça. 24 millions, ça paraît être une grosse somme, mais dans le budget de l'État, je ne suis pas particulièrement convaincu. Et comme ça a été dit très justement, si on avait attendu un petit peu plus de temps, peut-être d'ailleurs si on l'utilisait comme un collatéral plutôt que directement comme une vente, ça nous serait beaucoup plus profitable. Mais c'est intéressant parce que quand même aux États-Unis, cet argent, ces bitcoins détenus d'emblée, on se dit qu'on va les mettre dans les réserves, que c'est génial qu'on va les mettre dans les réserves. Nous, on n'a même pas l'idée peut-être de réfléchir à ce qu'on pourrait effectivement faire à long terme, histoire que ça travaille. Nathalie Janson, ça en dit beaucoup quand même sur ceux qui prennent ces décisions-là. Oui, je pense que ça dénote le peu de compréhension que l'État français a du Bitcoin en fait et de ce que ça peut avoir dans le temps. Et donc il est vraiment pas bon gestionnaire sur beaucoup de plans malheureusement. Mais oui, c'est ne pas avoir compris qu'en fait il valait mieux les garder à cette époque-là. Ça témoigne en fait de leur de ne pas comprendre en fait à côté de quoi ils sont en fait et n'ont pas compris ce qu'est le Bitcoin. Pas bon gestionnaire et pas bien renseigné, pas bien. Non, il ne veut pas écouter, je pense. Parce que là, déjà en 2021, je veux dire, il y avait quand même beaucoup de gens de la crypto qui quand même essayaient d'expliquer que ça allait pas s'effondrer du jour au lendemain, déjà parce que c'est vrai qu'on était au devant d'une grande crise, donc peut-être que là il s'est dit c'est le moment mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'a pas compris que cette crise de 2022 était conjoncturelle et n'attaquait pas la valeur fondamentale du projet. Tout comme il n'a pas compris, ça me rappelle un peu l'affaire Mara.
et le fait qu'on ait eu l'occasion, nous aussi, de peut-être faire du mining via EDF, via Exaion, c'était à peu près la même époque. Exactement. Et on n'a pas sauté là-dessus, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, avec Mara, ça va générer des millions, voire des milliards. Non, c'est vraiment, je pense, un problème de position dogmatique, en fait, sur le sujet, où ils ont décidé que le Bitcoin, c'était pas fréquentable. Une position dogmatique, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus se dire que tout le monde est un imbécile au sommet de l'État sur ces questions-là, évidemment. Mais c'est dogmatique. Oui, effectivement, c'est ça, c'est que... Il y a aussi une acceptation de ces opérations-là, peut-être, Arnaud Toiti, dans l'esprit des gens. Je pense que c'est un problème de stratégie. Je pense que c'est un problème de vision, parce que tout à l'heure, ça a été dit, en réalité, des gens qui comprennent ces choses-là, il y en a quand même beaucoup. Ils sont bien meilleurs qu'on ne pourrait le croire. Donc j'ai du mal à, si vous voulez, à imaginer qu'en réalité, ils n'aient pas pris conscience de la réserve de valeur qui peut se cacher derrière. Je pense que c'est juste vraiment une question de stratégie. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, à mon sens, de vision à long terme sur ce qu'on pourrait faire avec ce Bitcoin, à l'inverse des États-Unis qui... Voilà, on aime ou on n'aime pas la politique qui est menée, mais enfin, on a l'impression en tout cas qu'il y a une vision, il y a une stratégie, on sait où on va, on fait le nécessaire pour y aller, tandis que nous, on navigue un petit peu à vue, que ce soit sur ce sujet ou sur bien d'autres, malheureusement. Aux États-Unis, s'était posé la question malgré tout quand on avait dit que les bitcoins détenus par l'État devaient aller dans la réserve. On s'était dit attention, est-ce qu'ils ne doivent pas être rendus à leurs propriétaires qui ont été floués? Là, visiblement, la question ne se pose pas, Pauline. En France, ouais. Non, effectivement, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être en France. Et comme vous le dites très justement, il n'y a pas de stratégie sur la question de la valeur du Bitcoin, même si, on l'a vu au cours des derniers mois, des dernières semaines, le Bitcoin entre aussi un tout petit peu à sa manière dans la sphère politique, via des groupes politiques ou via des personnalités même de l'écosystème crypto. Je pense à Alexandre Tchatchenko qui, émerge un peu sur le devant de la scène, mais ça ne suffit pas à faire débat. On aura fait un grand pas quand on aura du Bitcoin dans nos réserves stratégiques, on est d'accord. Mais bon, alors qui sait, effectivement, le sujet commence à venir par petites touches comme ça dans le débat politique public, vous l'avez dit, effectivement. Avant de parler de stablecoin, avant de parler de réglementation MiCA avec vous tous les deux, j'avais envie de parler avec vous, Stéphane Romanidzine, vous êtes président d'Ethereum. Ethereum, c'est anciennement entreparticulier.com que vous avez transformé en Ethereum Treasury Company, qui s'appelle Ethereum aujourd'hui. Pourquoi vous avez fait ce pivot? Alors, c'est une histoire qui remonte à 25 ans, à l'époque donc, de l'émergence d'Internet. J'avais créé entreparticulier.com pour profiter de la révolution Internet qui a complètement disrupté la diffusion d'informations. Ça m'a plutôt bien réussi. J'ai introduit l'entreprise donc, en 2007 en bourse. Aujourd'hui, c'est une autre révolution du même acabit qui est en train donc, de s'amorcer. C'est celle de la blockchainisation, la tokenisation donc des actifs réels financiers je compte donc profiter une nouvelle fois donc de cette révolution. Pourquoi peut-être je mise donc sur Ethereum? J'allais vous demander après, mais d'abord je voulais vous demander si vous abandonniez complètement la recherche des biens immobiliers. Non, ça reste une activité secondaire et puis c'est un lien avec la transformation dans la mesure où l'immobilier va être tokenisé. On voit par exemple, je suis en contact avec des notaires, des banques, que la banque de Lubac la semaine dernière, il y a quelques jours, donc a annoncé avoir sécurisé une transaction donc en Ethereum, donc dans tous les domaines ça bouge. Vous avez il y a 15 jours 3 banques suisses, dont UBS, qui a tokenisé, enfin qui a procédé aux 3 banques suisses au premier paiement interbancaire sur Ethereum public, donc avec des tokenisations donc de dépôts. Vous avez Swift qui au Cibos en Allemagne vient d'annoncer qu'il commence à travailler sur la blockchain. Alors Swift, c'est quand même la finance institutionnelle traditionnelle telle qu'on la connaît, et qui travaille. Et alors on dit mais quel moyen on va utiliser? On va justement utiliser Ethereum. Pourquoi? Ethereum, c'est exactement comme Internet il y a 25 ans. Il y avait pour les plus expérimentés d'entre nous, vous aviez plusieurs réseaux donc pour le partage de l'information. Il y avait CompuServe, AOL, le Minitel. C'est Internet qui s'est imposé parce que c'était universel, ouvert. Ils étaient adoptés par la communauté internationale. Aujourd'hui, Ethereum a pris une avance considérable. C'est le plus adopté, c'est le plus sécurisé, c'est celui justement qu'utilisent les institutions, donc les grosses institutions financières. Et je pense que donc c'est cette infrastructure qui va s'imposer. Donc moi, c'est très simple. Pour faire fonctionner
Ethereum, on a besoin d'Ether, c'est de constituer le plus tôt possible donc une réserve de valeur, ce que j'appelle le pétrole digital, à la différence du Bitcoin qui est l'or digital, constituer cette réserve en espérant donc qu'elle augmente. Aujourd'hui, le cours est à peu près entre 4 et 5 000 $. 4 500. Voilà, aujourd'hui, exactement. Des analyses documentées, donc le projet est à 4 000 à 8 000 $ à court et moyen terme, à 80 000 $ à plus long terme. Donc voilà, c'est mon pari. Vous misez effectivement sur... Vous en détenez combien aujourd'hui? 3 122, donc ce qui représente environ... Alors j'ai mis 2 millions donc, pour lancer l'opération. Des investisseurs m'ont rejoint pour 7,5 millions. Et là, on va continuer donc, à lever. Alors moi, j'ai 52%, donc, 50% à peu près donc, du capital. Je ne veux pas me diluer prématurément, donc comme font d'autres compagnies dont le fondateur ne dispose pas. J'y vais progressivement. C'est ça, c'est une question de combien on met là-dedans. Parce que vous avez encore effectivement cette gestion de la recherche de biens immobiliers. Vous complétez en plus grosse partie. Le modèle économique, c'est quoi? Ça se répartit comment? Alors, c'est, comment dirais-je, il devient secondaire, hein, donc l'activité immobilière. Là, c'est vraiment la constitution des terres. Et puis ensuite, c'est d'investir, donc justement, dans cette infrastructure. Ce qui me plaît, moi, qui suis plus qu'un entrepreneur, qu'un investisseur, c'est justement donc ce côté entrepreneuriat, cette révolution qui va changer complètement l'économie, hein, il faut le dire. Ouais. Ce qui est très important aussi, comment dirais-je, j'avertis les investisseurs, c'est que comme à Internet, on est dans une bulle aujourd'hui, dans des trésoreries compagnies, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Voilà, il faut passer la bulle. Beaucoup vont disparaître et ceux qui vont passer la bulle, comme je l'ai fait humblement donc à l'époque donc d'Internet, seront les grands gagnants. Voilà. C'est intéressant que vous disiez dès maintenant qu'il y en a plein qui vont disparaître. Ah, bien sûr. Il y a un effet d'aubaine, donc comme il y a tout. Et puis attention, il y a la blockchain qu'on choisit. Malgré tout, vous choisissez tous des blockchains différentes. Stratégie a choisi Bitcoin. On recevait acheter-louer il y a 2 semaines sur ce plateau qui a choisi Solana. C'est intéressant aussi. Stratégie qui n'a pas réussi son entrée du S&P 500, qui lui a reproché le modèle économique de la Bitcoin, Treasury et compagnie. Ces places-là ont quelques doutes, se montrent prudentes. Aujourd'hui, le Nasdaq a émis un avertissement au sujet des entreprises détentrices de crypto. Par rapport à cette prudence, vous dites quoi? Parce qu'il lève trop fort et c'est plus un coup boursier. C'est mon avis. Après, voilà, je n'ai pas la science infuse. Ouais. Je connais quand même un peu la finance, l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai l'avantage d'avoir des heures de vol, comme on dit. Là, aujourd'hui, c'est clairement donc un coup de bourse. Voilà, il faut être prudent quand on est investisseur. Encore une fois, moi, je vois plutôt un horizon 5 ou 10 ans. Quand certains investisseurs, actionnaires de maintenant ce qui est devenu hétéro, donc se plaignent, c'est pas pour du day trading. Hein, c'est pour avoir une vision donc à long terme. Si vous voulez m'accompagner, c'est sur le long terme. Je suis un investisseur entrepreneur. Oui, le long terme, c'est vrai que c'est plutôt favorable aux cryptos. Arnaud Toiti, votre avis sur l'émergence de ces compagnies-là? Acheter-louer, c'était la première à le faire sur Solana en France. On l'a eu il y a 3 semaines. Ça vous inspire quoi? Si vous voulez, je vais être en logique avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, cet écosystème plaide pour considérer la crypto à ce stade plus comme une réserve de valeur que comme un vrai outil de paiement. Parce qu'on l'a vu, on le voit dans beaucoup de pays, comme la France, malheureusement, il y a des considérations fiscales. Lorsque si demain, vous décidez, vous savez bien, d'acheter, je sais pas, votre télévision, par exemple, avec votre crypto, vous savez que vous allez payer 30% de flat tax, donc, enfin 30%, peut-être 36% bientôt. Mais en tout cas, la réalité des choses, c'est que c'est très difficile de considérer la crypto comme un véritable outil de paiement. Donc, finalement, beaucoup considèrent que c'est une réserve de valeur, à tort ou à raison. Mais j'ai envie de dire que l'évolution, que ce soit du prix du Bitcoin ou de l'Ether, qui a été évoqué tout à l'heure, faisant que effectivement ça augmente dans le temps, même s'il y a des hausses et des baisses successives, fait qu'a priori, c'est une stratégie qui pourrait s'avérer effectivement gagnante à long terme. On peut, malgré tout, tenir un cycle où ça baisse, ça baisse, ça baisse. Vous dites que vous voyez à 5-10 ans, mais il y a des périodes de baisse qui sont très importantes, qui peuvent être inquiétantes. Non, alors c'est l'avantage, comment dirais-je, donc des sociétés qui sont cotées régulées comme nous, c'est celui qui veut s'exposer à l'Ether sans avoir justement à en détenir, à le gérer. Il délègue en fait l'acquisition, la conservation, la mise en rendement par une société
société qui est cotée, régulée donc en Europe, et il n'a pas à s'inquiéter, savoir ça baisse, ça monte, ça. On a encore une fois des stratégies à long terme. On a des outils de couverture, on peut injecter des fonds, voilà, pour stabiliser, et ça lui évite, il peut dormir la nuit tranquillement, tout en étant exposé donc à Ethereum. Vous êtes tous sereins sur ces questions-là, mais non, mais c'est bien. On va voir l'évolution effectivement de cet écosystème. Nathalie Janson, déjà, on va parler de ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? 125 000 $ sur Bitcoin. Ça y est, on monte. Alors, on n'est pas censé être à la fin de ce cycle haussier, d'ailleurs. Alors moi, je ne suis pas une grande fan des cycles, donc voilà, je m'en abstrais je m'en extrais très facilement. Je l'ai souvent répété maintenant, et parce que de toute façon, il y a des fondamentaux du marché qui ont clairement changé. Et là, ce qui était assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait, on a assisté à la fois à un record sur l'or et un record sur le Bitcoin, donc le fameux or digital. Donc c'était drôle de voir qu'en fait, cette fois-ci, il marchait de concert pour des raisons relativement similaires finalement, puisque en fait, c'est les inquiétudes sur les États-Unis, les tensions géopolitiques, notamment avec le shutdown américain, même si en fait, apparemment, les analystes politiques américains disent que il n'y a pas de risque majeur par rapport à d'autres épisodes comme celui qu'il y avait eu en 2018-2019, qui avait été assez long. Là, ils n'anticipent pas un très long, mais néanmoins, comme en plus Trump sort la menace de je vais tous les virer, comme ça, voilà, grâce au shutdown, je vais en virer encore plus que je voulais au départ. Enfin bon, bref, tout ce bruit permanent qu'il y a autour des décisions politiques fait qu'effectivement, on a eu visiblement, une appétence forte. Alors, j'ai regardé pour m'amuser, quand même, le Bitcoin est plus élevé, son évolution, l'augmentation du prix est plus forte sur le Bitcoin que sur l'or. Puisque l'or, effectivement, ça y est, dépassé les 3 500 $ et on passe d'aller vers les 4 000, je crois qu'on a été jusqu'à 3 008, on doit être à peu près à 3 008. Et donc l'or reste à peu près plus 40 à 50% selon qu'on le convertit en dollars, qu'on le garde en euros ou convertisse en dollars. Et le Bitcoin est quand même à plus de 70, donc voilà, le Bitcoin détient toujours le record, mais c'était effectivement assez intéressant de voir les deux monter. Arnaud Toitier, vous avez réagi comment à cette montée Non, je pense que c'est très difficile effectivement, cycle ou pas cycle, d'anticiper ce que ça peut donner. Cette année, absolument, on était descendu à je crois 110 et puis là effectivement c'est remonté. Moi, je dirais juste aux gens de rester quand même prudents, voilà, de faire preuve de prudence et de résilience, parce que comme vous dites, on ne sait pas si on est encore sur un cycle haussier, on ne sait pas si pour des raisons X, Y ou Z, géopolitique mondiale, le Bitcoin pourrait être une valeur refuge ou au contraire subir, comme ça a pu l'être par le passé, parfois des baisses qui peuvent être un peu brutales, même si elles sont temporaires. Moi, j'aurais juste envie de dire qu'il faut faire preuve de prudence, ou alors il faut partir du postulat, et ce qu'on disait tout à l'heure, comme pour l'Ether, qu'on est vraiment sur des investissements à très long terme. Si vous investissez dans du Bitcoin ou dans l'Ether et vous vous dites en réalité, je vais éventuellement les vendre dans 20 ou 30 ans, c'est comme pour les actions en bourse, vous êtes du coup moins sujet aux difficultés quand, même s'il y a une baisse de 30 ou 40%, vous dites c'est pas grave, rendez-vous dans 30 ou 40 ans. Pas une syncope en voyant les cours. On se comprend, mais voilà, exactement. Oui, tout à fait. Vous vouliez aussi revenir sur les propos de François Villeroy de Galhau, Nathalie Janson. C'est très intéressant ce qu'il dit. On est évidemment à nouveau sur le sujet des stablecoins, à nouveau sur le sujet de comment l'Europe regarde cette évolution, cette innovation qui se passe du côté des États-Unis. C'est intéressant ce qu'il a dit. Vous en retenez quoi? Alors oui, c'est intéressant, et en plus ça s'inscrit avec plusieurs propos, puisque comme c'était le CBOS, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a eu aussi des propos du côté américain de Waller et du côté européen de Nagel. Je ne devrais pas mal prononcer son nom. Donc, et c'est drôle parce qu'on voit vraiment la différence d'approche énorme entre l'approche américaine et l'approche européenne, puisque là vraiment c'est Villeroy de Galhau, Nagel, donc c'est vraiment l'Europe. Et d'ailleurs aussi le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Donc on peut faire un paquet, et le paquet est le même. C'est-à-dire qu'en fait aux États-Unis c'est vraiment l'idée, l'innovation, c'est les entreprises privées. La Banque centrale ne peut pas s'en mêler. Elle peut pas faire le choix d'une blockchain parce que en fait c'est pas un truc qu'elle maîtrise. Donc on accepte que c'est pas notre job et on délègue. Et ensuite, on va regarder quelles règles on voudra adopter pour qu'il n'y ait pas de problème. Et en Europe, non, il n'y a pas. Il faut que la monnaie, c'est l'État. La monnaie, c'est un projet public. Enfin, c'est vraiment... Alors, chez Villeroy de Galhau, c'est
c'est vraiment mais clair. Oui. C'est très très clair. Il le dit à plusieurs reprises. Donc la sphère privée n'a pas à rentrer dans cette question d'avoir des monnaies digitales. Et il faut absolument que l'Europe y rentre. Et là, je pense que vraiment, c'est une erreur de compréhension énorme. Je pense qu'effectivement, moi, de toute façon, j'ai toujours été de celles qui pensent que une monnaie, c'est un projet entrepreneurial même dès le départ, qu'aujourd'hui, la technologie a ouvert et rebattu les cartes parce qu'elle a permis en fait à l'entreprise de revenir sur cette création de moyens de paiement digitaux ou en tout cas de transfert de paiement, vous les appelez comme vous voulez, mais en tout cas de la créativité dans ce qui n'était plus très créatif à part les supports de paiement. Donc là on va au-delà et je pense que ça pour eux c'est pas concevable. Donc effectivement on a vraiment une vision qui s'affronte puisque Villeroy de Galhau n'arrête pas de dire que s'il y a un projet il faut qu'il soit endossé par la Banque Centrale Européenne. Il a peur de perdre, que la Banque Centrale perde ses pouvoirs finalement. Oui. Et pourtant, je ne sais pas ce qu'il lui faut, qu'il regarde le marché des stablecoins dollars, c'est parce que justement, c'est le dollar qui est une monnaie qui domine encore aujourd'hui que le stablecoin est dollar. S'ils ne comprennent pas que c'est ça le point d'entrée, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils réussiront jamais. Donc c'est là où je trouve que c'est quasiment de l'aveuglement et je trouve ça un peu étrange en fait de ne pas vouloir quand même aller un peu plus loin dans l'analyse de la complexité. Alors qu'il reconnaît qu'il y a de l'innovation qui va être intéressante pour le système financier. Il continue à vendre. Alors c'est très drôle parce que le début de l'interview, on revend carrément le projet euro. Exactement. Et puis après, pour revendre derrière le projet d'euro numérique. Exactement. Et que tout ça, finalement, a été très bien accepté par les Européens et que ça va être forcément un beau projet. Dans ce sens-là, vous avez raison parce que c'est pour défendre leur précaré. À la différence, c'est les banques centrales. Les banques privées, elles, sont en train d'accompagner le mouvement parce qu'elles ont tout simplement peur de quoi? De devenir le Kodak ou le Nokia de demain. Oui, le Nokia, tout à fait. Arnaud? Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Nathalie. Deux petites observations quand même, peut-être histoire de pondérer la position. La monnaie, c'est quand même c'est quand même la souveraineté au sens stricto sensu, si vous voulez. Et je pense que, sans justifier la position, c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu les positions européennes sur le sujet, on évoque souvent le fait qu'on ne souhaite pas qu'un attribut aussi important que celui de la monnaie soit confié à des sociétés privées. Oui. C'est conceptuellement parlant, c'est quelque chose de problématique parce qu'on sous-tend, à tort ou à raison, que les sociétés privées peuvent être amenées à subir des conflits d'intérêts et du coup il peut y avoir des mix entre le politique et les sociétés privées qu'on aurait moins prétendument ou réellement avec l'État. Donc ça c'est peut-être la première observation. Et la seconde c'est que c'est vrai que pour l'instant les États-Unis ont pris une avance qui est absolument considérable, mais pour autant, je serais juste, encore une fois, prudent parce que Trump, on ne sait pas s'il sera toujours là dans 2 ans, et on ne sait pas comment les choses pourraient évoluer après, non pas sur la position du dollar, parce que je pense que ça c'est, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se place, relativement acté, mais plutôt sur la manière avec laquelle l'écosystème crypto-américain, notamment la réglementation crypto-américaine se dirige. Là, on est sur une fenêtre de tir qui est très favorable. Après, en fonction de la manière avec laquelle ça pourrait évoluer, et peut-être des résistances face au post-Trump, il faudrait peut-être se poser la question de savoir si la situation sera toujours aussi favorable dans 5 ou 10 ans. C'est sûr, vous avez raison, et Trump ne repassera pas puisqu'il est à son deuxième Probablement mandat. Pas, sauf s'il en fait un troisième. On ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Il pourrait peut-être derrière un autre gouvernement s'inspirer de ce que l'Europe a fait sur MiCA, les États-Unis, où là on est parti vraiment sur 2 choses différentes. Je pense pas, mais par contre, encore une fois, je ne pense pas, parce que c'est vrai qu'il y a aux États-Unis un côté, que ce soit du côté républicain ou démocrate, l'État est quand même dans tous les cas vu de manière beaucoup plus distancielle par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe. Donc je ne crois pas que ça changera véritablement. C'est plus en termes de réglementation. On a une réglementation, on parlait des stablecoins, qui est, force est de constater, plutôt favorable, voire très favorable là-dessus. On a aussi des autorités, la SEC, la CFTC, etc., qui commencent à être dirigées par des gens qui sont très pro-crypto. Je dis juste que ce qui peut être fait peut être défait et qu'en réalité, il faut rester vigilant. C'est pour ça qu'on parlait de la réserve de valeur et des cours
cours qui peuvent monter, mais dans 2 ans, si on a une politique qui est très anti-crypto, les choses pourraient aussi rapidement évoluer. Le mouvement sera tellement engagé qu'il sera très difficile de revenir en arrière. On pourra changer les personnes, mais c'est vrai que l'avancée en 4 ans du secteur, économiquement parlant, ça va être difficile de revenir dessus. Ça pourrait faire éclater des bulles, vous pensez ? En fait, je pense qu'il y a des choses qui sont actées, c'est-à-dire notamment l'intégration du système financier dans la crypto. Ça, c'est effectivement des liens qui sont en train de se nouer et qui vraisemblablement vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc sur ce point-là, je suis assez d'accord. Après, je dis juste que, encore une fois, il suffirait demain, c'est de la politique fiction, mais il suffirait demain que, ne serait-ce que par opposition à Trump et à tout ce qu'il a construit, il y ait une administration qui décide de placer des gens qui sont plutôt anti-crypto à la tête, par exemple des institutions type SEC, etc., pour que ça puisse éventuellement infléchir un petit peu les choses. Donc je ne dis pas forcément sur la politique globale, mais je dis qu'il faut être quand même assez vigilant. Non, mais on sait bien que ça peut se retourner complètement. Une petite note, Christopher Waller, ça pourrait être le candidat choisi pour remplacer Jérôme Powell. Oui, c'est ça. Candidat choisi par Trump. Oui. Évidemment, il est extrêmement favorable. Oui, de toute façon. Mais bon, je pense que à l'origine, il était déjà plutôt dans cette direction. Mais oui, c'est celui qui est pressenti pour prendre la suite de Powell. Oui, Powell qui devrait, il arrêtera son poste dans quelques mois. Ouais, en 2026. Il va falloir que vous reveniez parce que ce sont des discussions passionnantes. On n'a pas le temps. Je n'ai pas le droit de grignoter du temps sur évidemment BFM Bourse. Donc vous reviendrez sur ce plateau pour continuer cette discussion. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Arnaud Toiti, avocat associé chez Hashtag Avocat. Pauline Armandet, journaliste BFM Business, et Stéphane Romanidzine, présidente d'Hétéro. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.